Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être présents cet après-midi pour cette session donc dédiée aux jeunes et au cinéma. Alors vous le savez, le public jeune, c'est une des priorités du CNC qui, notamment avec tous les dispositifs d'éducation à l'image, œuvre pour nourrir et développer la cinéphilie chez les Français depuis leur plus jeune âge, pour leur donner aussi le goût des films français, pour renouveler les publics. Et c'est aussi d'ailleurs le sens de l'appel à projet 1525 que nous avions lancé, et quelques lauréats nous partageront leur retour d'expérience après cette présentation sur des initiatives qu'ils ont mises en place pour témoigner de ce qui a fonctionné et parfois ce qui a moins fonctionné auprès de ce public jeune. Donc dans ce cadre, nous devons sans cesse évidemment nous réinterroger sur les pratiques de ces jeunes et sur les meilleures manières de les atteindre, de les faire venir au cinéma. Et c'est pourquoi donc nous avons mené cette étude inédite sur les jeunes et le cinéma, que je vais vous présenter dans quelques minutes, et que pour quelques-uns d'entre vous, vous avez déjà pu apercevoir au Festival de Cannes, puisque j'avais présenté quelques-uns des résultats donc il y a quelques jours. Donc avant cela, évidemment, les pratiques cinématographiques des Français, on les étudie de longue date. Et donc je voulais quand même rappeler deux indicateurs clés, éléments clés. C'est déjà, d'une part, que les jeunes continuent d'aller au cinéma, parfois contrairement à une idée reçue. Vous voyez qu'en 2023, 85% d'entre eux se sont rendus au cinéma. C'est le même taux qu'avant crise. Et c'est un taux bien supérieur à la moyenne des Français qui sont 64% à s'être rendus dans les salles de cinéma. Donc ce taux-là, auprès de l'ensemble des Français, il est un petit peu inférieur à l'avant-crise, mais c'est surtout le fait des 25-49 ans. C'est d'ailleurs ce qu'on avait déjà vu lors d'une précédente étude qu'on avait faite à la sortie de la crise sanitaire en 2022. C'est ce public-là qui n'est pas complètement revenu dans les salles de cinéma encore aujourd'hui. En revanche, ce qui est vrai, c'est que s'ils y vont toujours, ils y vont de manière plus occasionnelle. Vous voyez qu'en 2023, c'est les barres en bleu que vous voyez, les spectateurs de 15 à 24 ans sont allés 4,2 fois par an dans les salles de cinéma, alors qu'en 2018-2019, on était plutôt autour de 5 fois par an, qu'en 2016-2017, on était au-dessus de 6 fois par an, et si on remonte au début des années 2000, on était même au-dessus des 7 fois par an. Donc cette tendance à une pratique plus occasionnelle, elle n'est pas nouvelle. Elle était à l'œuvre déjà avant la crise sanitaire, et évidemment, elle s'explique par le fait qu'on est dans un contexte où il y a toujours plus d'offres, toujours plus d'œuvres, toujours plus de contenu, plus d'écrans, plus de services, les plateformes de SVOD bien sûr, les réseaux sociaux. Les 15-24 ans, ils passent en moyenne 2h24 par jour sur les réseaux sociaux, YouTube. Donc voilà, donc ça s'explique aussi par ce contexte. Donc nous avons voulu aller plus loin et mieux comprendre le rapport des jeunes au cinéma, et donc c'est pour ça que nous avons commandé cette étude inédite auprès de l'Institut BVA, qui d'ailleurs est dans la salle, et qui a donc réalisé cette étude en 2 phases. Une première phase qualitative en novembre dernier, qui a permis d'interroger en profondeur 34 jeunes sur toute la France, ils étaient interrogés en visio, pour mieux comprendre ce qui leur avait donné ou pas le goût du cinéma, comprendre leur motivation, comprendre leurs freins, comprendre aussi leur représentation vis-à-vis du cinéma. Ces jeunes-là, on les a ensuite envoyés au cinéma, donc on leur a payé une place de cinéma, pour qu'ils puissent nous partager leur expérience aussi, partager leur expérience en petits groupes. Donc ça, c'était une première phase où on a interrogé aussi bien des jeunes habitués du cinéma que des jeunes qui n'y allaient pas du tout. Et cette phase-là a été suivie d'une phase quantitative en janvier dernier, auprès de plus de 2500 jeunes de 15 à 24 ans, qui sont donc représentatifs des 7,6 millions d'individus de 15-24 ans en France, c'est-à-dire représentatifs de ces Français-là en termes d'âge, plus précisément, de genre, de lieu de résidence, évidemment de catégories socio-professionnelles également. Et cette étude-là quantitative nous a permis d'objectiver véritablement les pratiques et de comprendre un petit peu mieux, d'objectiver également les perceptions. Sinon, on va y arriver. Donc pour commencer, en toile de fond, ce que faisait émerger l'étude qualitative, c'est qu'on a 2 grandes tendances qui évidemment sont attendues et sont à l'œuvre, et qui vont expliquer un certain nombre de résultats que vous allez voir derrière, et en tout cas avoir une influence sur le rapport que les jeunes ont au cinéma. Ces 2 tendances, c'est la culture américaine ou l'américanisme, et l'autre tendance, c'est la digitalisation. Donc l'américanisme, c'est évidemment l'hégémonie culturelle du cinéma américain. On sait que les jeunes ont une prédilection pour le cinéma américain. En tout cas, c'est vraiment ce qui ancre l'imaginaire du cinéma et qui fait que lorsqu'ils pensent cinéma, ils pensent d'abord multiplex, cinéma multisalle, innovation technologique en termes d'image et de son,
Souvent, le cinéma va avec le rituel popcorn également, ce qui évidemment va avoir un impact sur leur rapport à l'expérience cinéma, où ils sont davantage dans une dimension consumériste. Et également, ce qui va importer, c'est le spectacle. Le spectacle et le plaisir qui est festif lié au cinéma. Ce qui peut se faire aussi au dépend de l'accessibilité prix, on y reviendra, parce qu'il y a cette tension entre l'envie de plus de technologie, plus de spectacle, mais en même temps d'un prix accessible. L'autre hégémonie aussi du cinéma américain, on la voit également dans les œuvres cinématographiques, avec une certaine pression culturelle du cinéma américain. Quand ils y parlent cinéma, ils imaginent cinéma, ils pensent gros budget, effets spéciaux, marketing mondialisé. Ce sont des jeunes qui souvent ont une très grande culture du cinéma américain, des studios, ils sont capables de parler de Disney, Pixar, etc., des licences, des franchises qu'ils maîtrisent bien, des films à suite. Donc c'est un jeune qui, par exemple, nous dit The Creator, c'est les producteurs de Star Wars, donc ça m'a donné envie de les voir. Donc il y a cette culture-là qui est souvent très ancrée. Et du coup, ça installe évidemment un certain standard américain en termes de moyens techniques et financiers, indirectement en termes de narration, à l'aune duquel vont être jugées aussi les autres œuvres, le cinéma français, on y reviendra. L'autre tendance, je disais, en toile de fond, c'est évidemment la digitalisation accrue de la vie des jeunes. Donc c'est une digitalisation qui est déjà dans la consommation de contenu qui est quasi permanente. Donc en dehors du cinéma, ils regardent des vidéos tout le temps. C'est une consommation plus ou moins maîtrisée, plus ou moins addictive, plus ou moins culpabilisante aussi. Il y avait une jeune qui nous disait qu'elle regardait trop 5 heures par jour, que ça lui détruisait sa mémoire, son énergie, et qu'elle devrait essayer de faire autre chose. Donc il y a aussi ce sentiment de culpabilité dedans. Et puis du coup, ça va induire qu'ils vont plutôt être dans une logique d'adaptation des contenus au temps disponible. C'est une autre jeune qui nous dit, si j'ai 1 heure devant moi, je ne vais pas lancer un film, je vais regarder un animé qui dure 20 minutes, plutôt que l'inverse, donc de s'adapter au contenu. Cette digitalisation a nourri aussi une très forte sériphilie, puisqu'ils ont l'habitude d'être immergés de manière quotidienne dans les univers narratifs des séries, qu'ils peuvent retrouver, comme vous le savez, anywhere, anytime, on any device. Et puis, chez certains, cela va s'accompagner également d'une baisse de l'attention, d'une distance au format trop long, perçu comme trop exigeant. Alors, c'est en mineur, c'est pas du tout généralisé, mais c'est vrai qu'il peut y avoir une forme de décrochage qu'on retrouve surtout chez ceux qui ne vont pas du tout au cinéma, dans la salle de cinéma. La digitalisation, elle est aussi dans les modes d'information et d'influence. Ils utilisent une très grande diversité de sources, quel que soit le sujet, et indépendamment de l'expertise, de la légitimité de cette source. Et puis également, ce à quoi ils vont faire attention, c'est à la notoriété des contenus. Ce qui est important pour eux dans ce contexte d'hyper-offre, c'est ce dont on parle sur les réseaux sociaux, notamment. Donc les conséquences, il y en a deux. Il y en a une déjà par rapport au genre, au format du film. C'est que le film, ce n'est plus un roi, il est mis au même niveau que les autres contenus, que les autres vidéos, sauf dans l'écran que constitue la salle de cinéma. Et puis, il y a une singularité du film par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de consommer tous les jours. C'est un format long, c'est une immersion limitée dans le temps, et ça exige à nouveau de l'attention. Ce qui va les amener aussi à mettre en balance l'investissement de temps nécessaire par rapport au film. Pour certains, 2 heures, c'est beaucoup, et ça va à l'encontre de cette tendance à vouloir que les contenus s'adaptent au temps disponible et non pas l'inverse. Ça influe également sur le rapport au cinéma et à la salle de cinéma, avec, comme pour la première tendance, ça alimente cette attente de spectacle, l'importance de la dimension immersive, de la technologie également, et puis avec toujours une mise en balance de l'investissement temps-argent dans un univers où ils ont accès à beaucoup de contenus, d'œuvres gratuitement. Dans les modes d'information d'influence, ça touche également le cinéma, c'est-à-dire qu'en amont de la séance, là aussi, on y reviendra, ils vont diversifier leurs sources d'influence et il va y avoir beaucoup plus de déclencheurs. Et en aval, ils vont être dans une consommation after, donc l'expérience cinéma se prolonge après, pour pouvoir débattre, partager leurs avis, des vidéos, des scènes cultes ensuite. Donc ça, c'est en toile de fond. Concrètement, quelles sont leurs habitudes cinématographiques? Donc je l'ai dit, 85% des jeunes sont allés au cinéma en 2023. Je pense qu'il y a un problème de pile. Et on a 26% de spectateurs habitués qui se décomposent en 4% d'assidus qui vont au cinéma au moins une fois par semaine et 22% qui y vont au moins une fois par mois, moins d'une fois par semaine. Ce qui fait 26% d'habitués. Ça peut vous paraître peu, c'est beaucoup plus que la moyenne française, puisque sur la moyenne française, on est sur 16% d'habitués. Et puis, on a une partie des jeunes qui y va de manière plus ponctuelle. Ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit qu'il y a une forte mixité avec les plateformes de SVOD et complémentarité, puisque la majorité des jeunes, 71%, à la fois vont au cinéma et utilisent des plateformes de SVOD. Et finalement,
des exclusifs de l'un ou de l'autre. Il y en a autant côté SVOD, 12%, que côté cinéma, 13%. Et ça, clairement, dans les discours en Cali, on le retrouvait, cette complémentarité. Pour eux, dans leur représentation, il n'y a pas d'opposition entre les deux. C'est ce qu'un jeune nous disait. Aller au ciné, c'est aussi pour le lieu, les gens, l'avant, l'après. J'ai besoin des deux, plateforme et cinéma. Ce n'est pas parce que les plateformes prennent de plus en plus d'importance que je vais arrêter d'aller au ciné. Donc je disais, il y avait dans leur imaginaire beaucoup les multiplex. On le retrouve aussi dans leur fréquentation, en tout cas en déclaratif. Ils nous disent fréquenter le plus souvent des circuits. Vous le voyez ici, en tête, Pathé, qui est aussi leader dans la fréquentation en France, suivi de CGR et UGC. Et on a 13% qui nous disent fréquenter des cinémas indépendants, un petit peu plus dans les villes moyennes de 20 à 5 000 habitants, où on est à 22%. Lorsqu'ils vont au cinéma, donc ils vont plutôt dans les multiplex, mais ils vont aussi d'abord à plusieurs. On sait que le cinéma, c'est avant tout une activité sociale pour tout, à tout âge. Ah, c'est encore... Merci. À tout âge, mais pour les jeunes, c'est encore plus vrai, puisque vous voyez que très majoritairement, lorsqu'ils vont au cinéma, ils y vont entre amis, en famille, et quand ils sont un peu plus âgés, notamment en couple, et seulement 14% qui nous disent aller au cinéma seuls. Et 7% lors de la dernière visite. Donc c'est vraiment une activité d'abord de socialisation, et ils le disent très bien. Hein. Pour moi, une bonne séance de cinéma, ça va être une séance accompagnée de gens à qui l'on tient, une projection qui nous fera parler, débattre pendant des jours, voire des semaines. Et d'ailleurs, lorsqu'ils vont au cinéma, souvent ils font quelque chose avant ou après. Hein. Vous le voyez dans les 2 tiers des cas. La séance de cinéma, elle est accompagnée d'une sortie au restaurant. Il faut prendre plutôt fast-food, hein, avant-après, voire d'un bar, d'une soirée, ou aller en boîte, etc. Et il y a 34%, donc 1 tiers seulement, qui, lorsqu'ils vont au cinéma, généralement, ils vont uniquement pour la séance de cinéma. Donc je le disais, le cinéma, c'est une activité sociale. Si on s'intéresse aux motivations, ce qui les motive à aller dans la salle de cinéma, on va retrouver ces motivations sociales en premier lieu, puisque ce qui les incite à aller au cinéma, c'est d'abord le fait de pouvoir se divertir. Se divertir, s'évader du quotidien, vous voyez des verbatims ici, faire autre chose, sinon j'explose, une échappatoire. Passer un bon moment, on l'a dit, en famille ou entre amis. Et puis aussi le souhait de s'inscrire dans le présent, voir les films quand ils sortent, savoir de ce dont on parle, parce que la nouveauté, c'est important, et donc il faut pouvoir aussi en parler derrière. 2 autres niveaux de motivation ont aussi émergé dans la phase qualitative. Des motivations, bien sûr, vis-à-vis du film lui-même, des films eux-mêmes. Le fait de pouvoir se plonger dans une histoire, être captivé par l'histoire, donc le bénéfice émotionnel qu'il y a à travers le film. Il peut y avoir aussi une entrée par le genre. Certains nous disent du moment qu'il y a de l'action. Ou par la marque qu'on prend de la franchise, la licence, etc. aussi. Les Star Wars, les Marvel, etc. Ou les équipes, surtout les acteurs-actrices auxquels ils peuvent s'identifier, un peu moins les réalisateurs, mais ça peut arriver. Et puis, alors de manière un peu plus secondaire, certains nous ont cité aussi l'enrichissement culturel, hein, c'est bon pour la culture G. La découverte du patrimoine aussi, pour certains, c'est quelque chose qui peut les motiver de découvrir les classiques, les films cultes sur grand écran. Ils avaient pas mal à l'esprit, on était en novembre dernier, la ressortie Titanic sur le grand écran. Et l'attrait pour les événements, les animations, le fait d'aller à des avant-premières, de participer à des événements en lien avec les réseaux sociaux, être entre fans. On nous a beaucoup parlé évidemment du phénomène Barbenheimer. L'autre type de motivation, ce sont les motivations vis-à-vis des salles de cinéma, qui est évidemment une motivation aussi très importante, le fait d'entrer dans la magie d'un lieu sas, le sas entre le quotidien et la fiction, les lumières, l'obscurité, donc il nous en parle, vous voyez les verbatims, hein, tout ce qui les met dans l'ambiance. L'immersion, clairement, c'est la valeur ajoutée du cinéma, le fait de s'immerger dans un univers différent de notre vie, l'écran qui capte le regard, le fait d'être absorbé par le film, l'expérience aussi à la fois intime de communion avec le public, on est tous ensemble, c'est partagé et intime quand même, et puis à nouveau la consommation qui fait partie intégrante de l'expérience, mais qui peut aussi être une motivation pour certains, le rituel popcorn, boisson. Donc, dans l'étude quantitative, on a cherché à hiérarchiser ces différents niveaux de motivation. Vous voyez que ce qui ressort en premier très nettement, c'est le fait de passer un bon moment en famille ou entre amis ou de se divertir. C'est même la raison principale pour 53% d'entre eux, ce que vous voyez en bleu foncé. Mais il y a également d'autres motivations, sortir de chez soi, se changer les idées, se détendre, voir un film dans de bonnes conditions d'image et de son, aussi important, hein, 81%, ou juste voir un film, découvrir de nouveaux films pour 73%. Et pour une petite partie d'entre eux également, pouvoir se concentrer sur le film en s'isolant des tentations extérieures et se cultiver, apprendre de nouvelles choses.
Ce qu'on constate également, c'est que, donc je disais, le film, c'est aussi une motivation, c'est important. Le choix du film, il va se faire en fonction de nombreux critères. Mais en premier lieu, ce sont des critères qui ont trait au film lui-même. Ce qui va les inciter à aller voir un film, à choisir un film, c'est la bande-annonce. Ah, c'est pas possible. Petit souci technique. C'est la bande-annonce, c'est l'histoire. Et à nouveau, les acteurs et les actrices sont des éléments dont ils tiennent compte particulièrement. Vous voyez que réalisateur, réalisatrice, c'est moins une clé d'entrée, c'est plutôt un petit peu en bas du tableau. Évidemment, tout le buzz autour d'un film, donc le bouche à oreille, les avis de l'entourage, c'est très important, les critiques lues, entendues sur les réseaux sociaux, les opus précédents, le fait que c'est un nouveau Marvel, un nouveau Star Wars, etc. La durée du film pour certains aussi, qui peuvent être un critère qu'ils prennent en compte. Donc voilà, beaucoup de critères pris en compte. Et ce qu'on voyait dans le Calice, c'est que souvent, il y a deux logiques pour s'informer ou d'influence pour choisir un film. Il y a une démarche plus active d'aller voir la bande-annonce, aller voir des résumés, des critiques, etc. Donc sur un mode un peu objectif, classique. Et puis il y a une logique beaucoup plus passive où ils vont se laisser influencer par leurs pairs, par les influenceurs, dont c'est le rôle. Donc sur un mode beaucoup plus subjectif, par les trends TikTok aussi, qui ont été beaucoup cités. Et donc c'est plutôt le film et le buzz autour du film qui vient à eux. Et ce qui était intéressant de voir, c'est que pour une petite minorité, on voyait que certains fuyaient les avis trop cinéphiles, donc parce qu'ils cherchent des opinions qui sont proches d'eux, qui leur correspondent. Sur les animations dont on a vu que ça pouvait être un levier, on a cherché là aussi à le quantifier. On a 57% des jeunes qui sont déjà allés à une animation, une avant-première, une rencontre avec l'équipe du film. Le plus répandu, ce sont les avant-premières. C'est 26% des jeunes qui ont déjà assisté à une avant-première. Et ensuite, pour le reste, on est sur des taux assez faibles, entre 5 et 12%. Évidemment, ceux qui connaissent le label RASC sont plus susceptibles d'avoir participé à une de ces expériences de cinéma, sachant que le taux de notoriété des salles RASC est quand même très faible sur cette cible. Mais voilà, en tout cas, c'est une cible qui est plus en affinité. Et c'est ce qu'on voyait d'ailleurs dans l'étude qualitative aussi, c'est qu'en fait, ce sont des animations qui permettent surtout de fidéliser les plus cinéphiles des spectateurs et des jeunes, sans pour autant faire forcément levier auprès des non-spectateurs ou des très grands occasionnels. Mais sur ceux qui aiment déjà le cinéma, clairement, ça permet de fidéliser, comme vous le voyez ici, et notamment les avant-premières en présence des acteurs, mais aussi les avant-premières festives comme Donjons et Dragons, les cosplays, où les spectateurs se déguisent, etc. Donc voilà pour les motivations. Si on regarde les freins à la fréquentation du cinéma, là aussi, ils sont de 3 ordres. On a des freins exogènes qui ponctuellement peuvent dissuader d'aller au cinéma. C'est le fait de préférer faire autre chose, tout simplement. Aller au café, au fast-food, un bowling, laser game, etc. C'est tout ce qu'ils nous ont cité. Les contraintes de temps, surtout pour les étudiants, qui peuvent quand même jouer un rôle très important. Donc c'est plus un effet étape de vie, où ils ont moins de temps disponible pour aller au cinéma. L'esprit casanier ou la flemme aussi, qui est ressorti, qui peut être encouragé par les plateformes. Certains ont le sentiment de tout avoir à la maison, ne pas avoir besoin de sortir. C'est un jeune qui nous dit, si on a Netflix, on a tous les films de la Terre dans son canapé. Donc le manque de motivation à sortir de chez soi. Et puis, évidemment aussi, parfois, le manque d'autonomie, de mobilité. C'est plus vrai pour les lycéens, les plus jeunes, les 15-17 ans, parce qu'ils n'ont pas de voiture, ils n'ont pas de moyens de locomotion. Donc, ils dépendent de papa, maman ou quelqu'un d'autre pour venir les chercher ou les amener, ou il n'y a pas suffisamment non plus de transport public, notamment en soirée et le week-end, qui sont évidemment les moments où ils vont le plus au cinéma. L'autre niveau de frein, c'est des freins qui peuvent être liés à l'offre de films, alors pas tant sur le choix, la variété des films dont ils se disent satisfaits, plutôt liés à la distribution, programmation des films, lorsque le film n'est pas dans la salle qu'ils fréquentent habituellement, mais plus loin. Ah. Je n'avais pas appuyé pourtant. On va y arriver. En plus, c'est assez long, donc à ce rythme-là, je pense qu'on y est jusqu'à demain. Donc, bon. Les freins, je disais, liés à l'offre de films. C'est plus lié au fait que voilà, c'est un film va être diffusé dans un cinéma dans lequel ils n'ont pas l'habitude d'aller, ou alors pas à l'horaire qui leur convient, ou le fait qu'il est sorti plus vite des écrans qu'ils ne s'y attendaient. Et donc, certains vont renoncer à aller le voir, voire vont attendre qu'il sorte ailleurs sur d'autres modes d'exploitation. Et puis, il y a les freins liés aux salles de cinéma également. Ce qui est beaucoup ressorti, dont ils nous ont beaucoup parlé, c'est évidemment le prix, qui est cité assez fortement, on y reviendra. Et puis il peut y avoir d'autres freins liés à la salle de cinéma, mais qui sont rarement dissuasifs, qui sont plus des irritants. Le fait de devoir faire la queue parfois, d'avoir moins de choix dans le placement pour les salles de cinéma où il faut réserver sa place, le manque de propreté des fois, des toilettes, des fauteuils.
Et puis les incivilités dont ils nous ont parlé, des mauvaises conduites, parler fort, manger bruyamment, consulter son téléphone, etc. Un ou deux nous ont même parlé de bagarres dans les salles de cinéma, sachant que ce qu'on disait, pour eux, le cinéma, c'est un lieu sas. Donc il y a un peu une sanctuarisation de la salle de cinéma, où tout ça ne doit pas avoir lieu. Et puis dans les freins plus spécifiques aux non-spectateurs, aux spectateurs très occasionnels qui vont rarement au cinéma, c'est d'abord le fait de ne pas avoir été initié au cinéma dans l'enfance, donc le manque d'héritage et le manque d'ancrage. Et puis aussi, encore plus chez eux, ce côté un peu flemme, de ne pas avoir envie de sortir de chez soi, ou de préférer regarder un film en faisant un petit peu autre chose chez soi, et donc le manque de bénéfice à voir un film. Donc ce manque d'initiation dans l'enfance, on le retrouve très clairement ici dans l'étude quantitative, puisque vous voyez que si on regarde entre ceux qui vont au cinéma aujourd'hui, les spectateurs, et ceux qui n'y vont pas du tout, on voit bien que les spectateurs sont des jeunes qui allaient quasiment tous au cinéma enfant, et pour une majorité, ils y allaient souvent ou de temps en temps, à 71%, alors que les non-spectateurs, en majorité, 58%, soit n'allaient pas du tout au cinéma enfant, soit y allaient rarement. Et lorsqu'ils allaient au cinéma enfant, c'était d'abord avec la famille, les parents, les grands-parents, d'autres proches, donc on a des écarts assez nets là-dessus. Vous voyez également que l'école a un rôle moins déterminant, même s'il y a quand même là aussi une petite différence entre les spectateurs d'aujourd'hui qui sont plus allés au cinéma avec l'école, en tout cas c'est ce qu'ils nous disent par rapport aux non-spectateurs, mais ce n'est pas cela qui a initié au cinéma véritablement, ça a plutôt renforcé parfois le goût du cinéma. Et ça, très clairement, on le voyait dans l'étude qualitative lorsqu'on les interrogeait sur comment s'était construit leur goût du cinéma. Pour ceux qui n'y vont pas du tout, il y avait un sentiment de déficit. C'est une jeune qui nous dit qu'elle n'a pas beaucoup de culture cinématographique. Il faut être imprégné depuis l'enfance. Petite avec ma mère qui n'en regardait pas vraiment, je n'ai pas eu cette imprégnation. Alors que pour les autres, il y a des souvenirs de cinéma et aussi de cinéma à la télévision. La télévision aussi participe de cette transmission. Le film du soir, c'était limite obligatoire. Ou alors mon grand-père m'a fait connaître les premiers James Bond, donc la télé en famille. Et puis, il peut y avoir aussi une transmission encore plus active d'une culture du cinéma chez les plus adeptes. C'est une jeune qui nous dit que petite, elle y allait avec sa mamie tous les mercredis. Je me rappelle avoir vu un film en arabe avec des sous-titres. Je n'ai rien compris, juste que ça parlait d'une bicyclette verte. C'était Wajda, sorti en 2012. Donc, quand on interroge les non-spectateurs pour comprendre pourquoi ils ne vont pas au cinéma, donc à nouveau, on retrouve sans surprise le prix en premier lieu, le prix trop cher à 56%, mais il y a aussi d'autres freins, comme vous voyez ici, le manque de temps, dont on a vu qu'il pouvait être réel pour les étudiants, qui peut aussi parfois être une excuse. Des fois, on dit qu'on manque de temps parce qu'en fait, on n'est pas très intéressé par le sujet. Le fait de préférer regarder des œuvres sur d'autres supports et le manque de motivation à sortir, que vous voyez ici aussi, ainsi que le fait que les films à l'affiche, parfois la programmation ne convienne pas. Et en Cali, on retrouvait bien ce frein prix, comme je vous le disais, mais qui est aussi un frein prix qui est d'autant plus fort, qui considère le prix du cinéma dans sa globalité, donc pas que le ticket d'entrée à la salle de cinéma, mais aussi tout ce qui va avec, les confiseries, le poisson, le popcorn, pour ceux qui en prennent. Ah, je suis allée trop vite. Et vous voyez ici, quand on regarde, donc justement, on avait interrogé sur la perception du prix cinéma, on est sur un sentiment quand même de cherté du cinéma assez net, mais qui n'est pas forcément plus fort, au contraire, paradoxalement, chez ceux qui ne vont pas au cinéma, puisque 77% estiment que le prix du billet de cinéma est trop cher parmi les non-spectateurs, et finalement, c'est plus fort parmi ceux qui vont quand même au cinéma, 90%. Ce qui nous laisse à penser que le frein n'est certes, le prix est certes un frein, mais pas si majeur que ça. En tout cas, c'est pas ça véritablement qui fait que des jeunes ne vont pas du tout au cinéma. Certains trouvent même que le cinéma est au bon prix. C'est, comme je disais, le manque de motivation à sortir, le manque de bénéfices éprouvés dans la salle de cinéma. Et puis, il y a aussi la préférence pour d'autres choses et le fait qu'ils préfèrent arbitrer, dépenser leur argent pour d'autres choses, des vêtements, restaurants, jeux vidéo, abonnements à une plateforme, etc. Et ça, c'est d'autant plus fort, évidemment, chez les non-spectateurs. Petit manque de réactivité. Donc, quand on les interroge sur le prix également qui disent payer, vous voyez qu'en moyenne, on est sur un prix déclaré, on est sur le déclaratif, de 9,5 €. Donc, en moyenne, ils paient 9,5 € pour la sortie en salle de cinéma. Je rappelle qu'ils fréquentent quand même beaucoup aussi des circuits, des multiplexes, où le prix est plus élevé. Je rappelle également qu'en France, ce qu'on appelle la recette moyenne par entrée, elle est de 7,39 €, donc inférieure, mais parce qu'il y a aussi beaucoup de cinémas
municipaux, associatifs, indépendants qui pratiquent des prix bien inférieurs également au multiplex. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a quand même une grande variation de prix, puisqu'on a un tiers qui nous déclare payer 7 € au moins, et puis on a 36% qui nous déclarent payer entre 10 et 15 €. On voit également qu'on a près de 60% qui disent profiter de remises étudiants et jeunes, beaucoup plus lorsqu'ils sont encore plus jeunes, 15-17 ans. Et on a la moitié qui va du coup privilégier des périodes de réduction pour aller au cinéma, la fête du cinéma, le printemps du cinéma. On les a également interrogés sur le pass culture. Donc là, vous voyez sur les jeunes qui sont éligibles au pass culture 15-18 ans, on en a 61% qui nous disent détenir un pass culture, 31% qui nous disent ne pas en détenir. Alors ça peut être parce qu'ils ne l'ont pas encore, parce qu'ils l'ont utilisé déjà, qu'ils l'ont plus, ou parce qu'ils ne savent pas non plus qu'ils peuvent en avoir un. Et on en a 8% qui nous disent qu'ils ne savent pas s'ils ont un pass culture, et c'est un peu plus important sur ceux qui ne vont pas du tout au cinéma. Donc aussi parce que moins d'affinité avec la culture certainement, et donc ils savent moins qu'ils peuvent avoir le pass culture. Pour ceux qui disent détenir un pass culture, les 2/3 l'ont déjà utilisé pour aller au cinéma, mais généralement c'est pour voir un film qu'ils ont déjà choisi. C'est pas un moyen de découvrir d'autres cinémas et d'aller voir d'autres films. C'est un moyen de paiement. Clairement, ça se revenait très clairement dans la phase qualitative, comme un autre, comme des cartes multiplaces, comme des places réduites au comité d'entreprise. Et d'ailleurs, l'équipe Pass Culture a sorti une étude sur les pratiques cinéma qui montrait bien que ça permettait d'avoir une intensification des pratiques, mais pas de conquérir un nouveau public ou de faire découvrir véritablement d'autres cinémas. Donc on a vu les motivations et les freins, mais au final, si on demande la perception du cinéma, on voit qu'on est quand même sur un niveau de satisfaction élevé, puisque 86% des jeunes, des spectateurs, ceux qui vont au cinéma, nous disent être satisfaits de leurs expériences en salle de cinéma, et on a 36% qui nous disent être très satisfaits. On leur a aussi posé une question, savoir s'ils recommanderaient leur dernière expérience au cinéma. Là aussi, vous voyez que c'est positif. On leur demandait une note sur 10. On a 30% qui recommanderaient fortement leur dernière expérience, avec des notes de 9 à 10. Contre seulement 20% qui ne recommanderaient pas du tout ou peu leur dernière expérience à 20%. Ce qui fait qu'on a ce qu'on appelle en étude un NPS, Net Promoter Score, la différence entre ceux qui recommandent fortement et ceux qui ne recommandent pas, positif, sur le cinéma. Et très peu qui seraient prêts à dire du mal de leur dernière expérience cinéma, c'était seulement 7% des spectateurs, donc ils reviennent satisfaits, très satisfaits de leur séance de cinéma. Et on retrouve, lorsqu'on regarde la satisfaction détaillée, les motivations, les freins, donc ce qui vraiment est plébiscité, c'est la qualité d'image et du son. Une très grande satisfaction là-dessus, une note de 8,6 sur 10. La plupart des critères que l'on a testés, là aussi, il y a plutôt quand même une grande satisfaction, avec une note supérieure à 7, même s'il peut y avoir parfois quelques insatisfactions. Et puis, on retrouve en queue de peloton les publicités, mais ça, on sait qu'il y a une tolérance relativement faible face aux publicités, et les tarifs qui sont moins bien notés. Donc, je disais qualité d'image et du son, plébiscité. On a vu que c'était une des motivations pour aller au cinéma d'avoir cette immersion-là, c'est la valeur ajoutée du cinéma. Et lorsqu'ils nous parlent de leur expérience au cinéma, les premières choses dont ils nous parlent, c'est de ça. La qualité de l'image, la qualité du son, c'est clairement des facteurs majeurs de l'expérience. C'est une jeune qui nous dit « ce n'est pas comme à la maison, on vit la scène plus fort grâce à ça ». Et du coup, il y a aussi une attirance pour les salles premium, pour beaucoup, les 4DX, l'IMAX, le Dolby Vision, etc., qui vont augmenter, améliorer cette promesse d'immersion, et qui vont tirer aussi le niveau d'attente vers le haut. On rejoint ce que je disais au tout début. Donc du coup, on va avoir des films à voir au cinéma. Le film avec DiCaprio, De Niro, Killers of the Flower Moon, ça va être un western, il y aura des coups de feu, du suspense, il faut un son Dolby. Ou un autre jeune qui nous dit Avatar, Seul sur Mars, les films de Miyazaki, quand la musique mérite de grosses enceintes. Donc il y a une vraie appétence pour une grande qualité d'image, une qualité de son, qui peut du coup se faire au détriment des petites salles qui vont perdre en valeur symbolique parce que pas faites à leurs yeux pour le grand spectacle. C'est un jeune qui nous dit Oppenheimer dans une petite salle, ça devrait être interdit. Donc voilà, cette appétence vraiment pour la qualité d'image et de son qui met du coup un standard assez élevé pour les salles de cinéma. Et d'ailleurs, sur les salles premium, je disais qu'ils avaient une forte appétence. On en a un peu plus de la moitié, 57%, qui disent être déjà allés dans une salle de cinéma premium. Et globalement, vous voyez qu'ils ont adoré l'expérience, à 82%. Même s'ils sont un petit peu partagés entre ceux pour qui il faudrait aller toujours voir un film dans une salle premium et ceux pour qui les salles premium sont uniquement pour des films à grand spectacle. Et évidemment, ça renforce par contre leur sentiment de cherté parce que c'est aussi ça du coup qui est ancré dans leur esprit, c'est aussi le prix des salles premium qui va du coup alimenter ce sentiment de cherté. Ça réactive cette tension entre la volonté d'avoir toujours plus de qualité, de technologie et autres, sans vouloir forcément payer le prix associé.
Donc c'est un jeune qui nous dit l'IMAX c'est sympa, tout est plus grand, mais 16 euros c'est cher pour ce que c'est. Donc le besoin de légitimer ce surcoût qui est associé évidemment aux salles premium. Donc je disais, les jeunes en Cali, on les a envoyés au cinéma. Et vous ne saurez pas. Non. Et donc quand on les a envoyés au cinéma, ce qui était intéressant, c'est de voir que tous sont revenus satisfaits de leur séance de cinéma, à nouveau, y compris ceux qui n'allaient jamais au cinéma, puisqu'on a aussi envoyé des jeunes qui n'allaient pas du tout au cinéma. On avait levé le frein prix, puisqu'on avait payé la place de cinéma pour eux et pour une personne qui les accompagnait, qui pouvait les accompagner. Du coup, vous voyez que dans les irritants, leur sensibilité au prix, elle s'est reportée sur le popcorn, la confiserie, etc. Mais globalement, c'est très positif. Et les photos que vous voyez, c'est les photos qu'ils ont prises, eux, pour montrer ce qui leur avait plu dans l'expérience, en tout cas ce qui les avait marqués dans l'expérience. Et le moment fort, c'est l'arrivée au cinéma, le fait de plonger dans cet univers. En salle, un sentiment de confort, d'apaisement, etc. Et les non-spectateurs n'avaient pas de reproches à faire quant à leur expérience. Ils ont aussi apprécié. Donc c'est intéressant de se dire qu'il y a peut-être un enjeu de les faire venir au cinéma pour leur démontrer le bénéfice d'y aller. Ah non, c'était sur toute la France. Donc ils allaient au cinéma qu'ils voulaient. Et on leur payait a posteriori, on leur remboursait la place de cinéma. Donc ça pouvait être des grandes salles, des petites salles. Donc là, c'est une sélection de photos. Il y avait bien d'autres. Évidemment, ils ont privilégié pour beaucoup les multiplex et circuits. Il y en a un ou deux qui sont allés dans des cinémas indépendants. Donc voilà. Et pour partie, ils pouvaient aller voir les films qu'ils voulaient. Et pour partie, on les a envoyés voir des films français. Et ils étaient aussi contents de leur expérience. Donc on va justement regarder si la télécommande veut bien, ce qu'ils pensent justement de l'offre de films. Déjà, en termes de genre de film, ce qu'on voit, c'est qu'ils vont voir une grande variété de films, mais avec un public qui est particulièrement fidèle et pour qui c'est le premier genre qu'ils vont voir au cinéma. Pour tout ce qui est action, vous voyez, 22% pour qui c'est le premier genre, comédie et horreur. Mais également sont cités l'aventure, la science-fiction, le fantastique et les films d'animation, notamment auprès des plus jeunes. Une partie vont également aller voir des films de policiers, d'espionnage ou des drames comédies dramatiques. Et vous voyez que les films d'auteur, c'est une minorité, 25%, c'est moins général. On leur avait demandé dans le Quanti également quels étaient leurs films cultes et on retrouve ces genres de leurs préférences, puisqu'on en a 27% qui nous ont cité un film de science-fiction fantastique. Vous voyez, des Marvel, Avatar, Harry Potter. 22% des comédies, et quand ils citent des comédies, ce sont des comédies françaises. Les Tuches, Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, Les Secpa au ski, par exemple. 15% des films d'action-aventure comme Fast and Furious, 15% aussi des drames, certains nous ont cité Titanic, 8% l'animation et 5% des films d'horreur. Et ce qui était frappant dans l'étude qualitative, lorsqu'on leur demandait leur représentation, leur imaginaire associé au cinéma français, c'est qu'il y avait une vision un petit peu caricaturale, ou de manière assez simpliste, le cinéma américain, c'est du cinéma d'action, et le cinéma français, c'est de la comédie. Donc spontanément, le cinéma français, c'est associé à la comédie, pour certains, comme si ça se réduisait d'ailleurs à la comédie. Alors on est bien sur le plan des discours, parce que quand on les interroge sur ce qu'ils vont voir concrètement, ils peuvent aller voir évidemment d'autres choses, mais dans leur imaginaire, ce qui reste, c'est cette association à la comédie, avec en positif une grande affection pour l'humour et un public fidèle, je l'ai dit, le fait qu'il y a une dimension patrimoniale, familiale, d'avoir vu ensemble en famille des comédies, c'est le souvenir des Louis de Funès, par exemple, pendant l'enfance. L'humour français, qui évidemment est un vecteur d'identification. L'humour, c'est quand même très culturel, avec ses codes, ses références propres à chaque culture. Donc ça me fait rire parce que c'est l'humour que je comprends. Il peut même y avoir une dimension chauvine, défendre la comédie française. C'est une jeune qui nous dit « Le cinéma français fait du bien parce que les Américains ne savent pas faire de comédie. L'humour est policé ou inutilement trash pour aller à l'encontre des codes américains. » Et puis, ces acteurs-là qui jouent dans des comédies, c'est des acteurs que souvent ils retrouvent soit sur des œuvres sur les plateformes, soit également sur les réseaux sociaux comme Jonathan Cohen, Pierre Ninet, ce qui évidemment nourrit le lien qu'ils ont avec la comédie. En négatif, pour certains, il peut y avoir une certaine désaffection vis-à-vis de cette comédie française, avec un sentiment de redondance, voire d'épuisement, l'impression de blagues déjà vues, voire le fait que ce seraient des films qui ne mériteraient pas d'être vus au cinéma, qui seraient plus télévisuels, tant au niveau de l'écriture que de la réalisation. Et finalement, lorsqu'on leur parle des autres genres de cinéma, ces autres genres, cette diversité du cinéma français, elle est peu présente à l'esprit. La majorité reste à distance. Les films d'action français, pour eux, il y a un a priori un peu négatif. Ils sont nécessairement moins bons que les films d'action américains. Les films américains, c'est mieux, le budget n'est pas le même. Il va y avoir aussi potentiellement un a priori contre le genre dramatique,
notamment quand il traite de faits de société. C'est une jeune qui nous dit « c'est souvent des sujets de société, j'ai pas forcément envie de me recoltiner les problèmes que je connais déjà dans le quotidien ». Et puis le sentiment d'un cinéma inégal, d'une prise de risque. J'ai toujours un a priori quand je vais voir un film français, soit c'est exceptionnel, soit c'est un navet, il n'y a pas de milieu. Et puis pour une minorité, qui sont souvent d'ailleurs les mêmes que ceux qui critiquaient un peu la comédie française, eux par contre ont une certaine ouverture sur d'autres genres et la diversité du cinéma français, mais ils décrivent une ouverture progressive, ils ont pris goût petit à petit à d'autres choses, à des comédies dramatiques, des drames français, on nous parle du règne animal, de Sur les chemins noirs, Anatomie d'une chute, Je verrai toujours vos visages, avec toujours ce sentiment de prendre un risque. Vous voyez ici, avant j'allais voir des Marvel, des choses de mon âge, maintenant je prends un peu plus de risques, par exemple le règne animal. Et ça s'accompagne souvent du coup d'un intérêt croissant pour les réalisateurs dont on a vu que ce n'était pas nécessairement au départ une clé d'entrée. Donc ces mêmes-là vont avoir une attention plus forte aux cinéastes. J'ai vu L'innocent de Louis Garrel, avant j'avais vu aussi Vortex de Gaspard Noé. Mais on sent bien que donc, ça se fait progressivement lorsqu'il y a la découverte de cet autre cinéma français, sans abandonner pour autant les films d'action et les comédies françaises, hein, ce qui leur plaît le plus. Et toujours avec ce sentiment de prendre un risque, parce qu'il y a un besoin de réassurance. Les blockbusters américains ont une promesse bien identifiée, donc il y a aussi certainement cette prise de risque-là qu'ils associent à cette diversité du cinéma français qui est moins attendue. Ce qui est intéressant ici, parce que là on parle des perceptions, des discours, de ce qui est dans leur imaginaire, si on regarde concrètement qu'on leur demande de noter leur dernière expérience au cinéma pour un film français, un film américain, un film japonais, un film de nationalité, pour ceux qu'ils ont vu, les films américains sont mieux notés, oui, à 8,4 en moyenne, mais les films français sont plutôt pas si mal notés que ça non plus, à 8 en moyenne, et finalement l'écart n'est pas si grand que ça. Donc il y a un décalage entre, lorsqu'on leur demande de noter la dernière expérience au cinéma, et les représentations qu'ils ont lorsqu'on leur parle du cinéma français en général, du cinéma américain en général, qui est assez intéressante ici. Et d'ailleurs, quand on leur demande ce qu'ils vont voir au cinéma, s'ils vont voir plutôt des films français, des films américains, mais en fait, on a plutôt plus qui nous disent aller voir des films français que des films américains. Alors après, il y en a la nationalité préférée, on en a autant pour les Français américains. C'est aussi certainement lié au fait qu'il y avait une offre en 2023 de films américains un peu plus réduite. Donc forcément, ils sont allés voir plus de films français. Et clairement, c'est des comédies familiales, comédies jeunes, en premier lieu, lorsqu'on parle des films français. Si on se projette sur l'avenir, ce qui est très encourageant ici, c'est que vous voyez la plupart des jeunes qui vont au cinéma, ils ont l'intention d'y retourner, les 3/4 d'entre eux. Et on a même des non-spectateurs qui envisagent d'y aller dans les 12 prochains mois, donc il n'y a pas non plus de rejet du cinéma. Et on a 18% seulement qui nous disent qu'ils n'ont pas l'intention d'aller au cinéma dans les 12 prochains mois. Sur ceux qui vont déjà au cinéma, on a une dynamique plutôt positive, puisqu'on en a plus qui nous disent qu'ils vont aller plus souvent au cinéma dans les 12 prochains mois que de jeunes qui nous disent qu'ils vont aller moins souvent au cinéma, même si on en a 26%. Et au final... Parmi ceux qui n'envisagent pas de retourner au cinéma, d'y aller moins souvent, on en a une petite majorité qui nous disent qu'en fait, ils iront un peu plus tard, dans quelques années. Donc il y a aussi un effet étape de vie, notamment lorsqu'ils sont étudiants, qui fait qu'ils y vont moins à ce moment-là. On les a interrogés aussi sur les genres de cinéma qu'ils voudraient voir davantage à l'écran, mais on se retrouve avec exactement les mêmes genres que ceux qu'ils vont voir aujourd'hui, sans surprise. Donc encore besoin de réassurance. On les a également interrogés sur les modes d'information, comment il faudrait les informer sur les films. Clairement, on retrouve à la fois l'importance des bandes annonces et des réseaux sociaux au même niveau, et également le bouche à oreille. Et vous voyez quelques exemples ici en Cali de ce qui peut fonctionner bien, notamment sur YouTube. Squeezie, qui est un des principaux influenceurs sur YouTube, son émission Qui est l'imposteur, par exemple, qui nous a été citée, ou par exemple sur Combini, Pierre Ninet qui réagit aux gifs de sa carrière. Là aussi, c'est des choses qui leur plaisent et qui leur donnent envie d'aller au cinéma voir les films. Sur les leviers, les initiatives qu'on pourrait mettre en place pour les inciter à aller au cinéma ou y aller davantage, on va retrouver tout ce qui tourne autour du prix, des promotions, davantage de niveau de tarifs, d'offres, des ventes flash, mais aussi l'offre de films, hein, qui est évidemment, on sait qu'on est dans un marketing de l'offre, il faut aussi qu'il y ait des films qui fassent envie, donc des films avec des acteurs, actrices appréciés, des films spectaculaires, des nouvelles technologies aussi, réalité virtuelle ou autre, davantage de séances immersives, vous le retrouvez, et seulement la moitié des jeunes qui seraient intéressés par
des nouveaux contenus non cinématographiques, donc autre chose que du cinéma au cinéma, et par des partenariats, par exemple, avec des enseignes de restauration. Donc ça intéresse une partie des jeunes, mais pas tous. Et ce sur quoi on va finir, c'est qu'en fait, il n'y a pas un public jeune, mais des publics jeunes. Et je vous laisse découvrir une vidéo, si ça veut bien fonctionner. Le dernier bon film que j'ai été voir au cinéma, c'était Fast and Furious. Je ne sais plus lequel, mais voilà, j'étais à fond dedans. Personnellement, je mettrais le cinéma dans la même catégorie que les restaurants parce que c'est un lieu où on va pouvoir passer, partager un bon moment avec des amis ou de la famille. En général, quand je vais au cinéma, c'est pour vivre un moment de qualité en famille, avec des amis, etc. Mais c'est aussi depuis très peu de temps, on va dire depuis à peu près 1 an, c'est aussi pour passer du bon temps seul. J'ai découvert ce que ça faisait vraiment d'aller au cinéma toute seule et j'apprécie énormément. C'est vraiment un temps que j'aime bien me consacrer de temps en temps quand j'ai les moyens. Pour quelle raison je vais pas plus souvent au cinéma? Je dirais que c'est financier. On va dire que concrètement, si j'avais un peu plus de moyens, j'irais plus souvent au cinéma, mais là, c'est pas le cas. Le cinéma le plus proche auquel je vais, il est à 3 kilomètres de chez moi. Il y a un petit cinéma indépendant et je m'y rends le plus souvent en bus parce que c'est plus pratique pour moi car le cinéma est en plein milieu de la ville. En général, je vais au cinéma une fois par mois au moins. J'y vais plus souvent qu'avant parce que mes parents ils me laissent plus sortir maintenant et parce que pendant le Covid, je me suis rendu compte que le cinéma, ça me manquait beaucoup. À quelle fréquence je vais au cinéma? Donc j'y vais plusieurs fois par mois, parfois même plusieurs fois par semaine. Quand, il y a par exemple 2 ou 3 films même qui vont sortir, le mercredi de la semaine en question. 95 du temps, j'y vais le mercredi, donc le jour de la sortie et le soir. Je trouve que le soir et le jour de la sortie, il y a une énergie particulière qu'il y a pas, les autres jours de la semaine. Donc vous venez de voir 4 des 6 profils qui ont été identifiés lors de cette segmentation. Vous avez vu donc les cinévores, les éclectiques, les grands occasionnels et les contraints. On a aussi 2 autres segments, les néophytes enthousiastes et les non-spectateurs. Donc c'est des groupes qui se rejoignent par leur fréquentation cinématographique, mais aussi par leur motivation à aller au cinéma et leur rapport au cinéma. Rapidement, si on regarde par exemple entre cinévore et éclectique, on est sur 2 groupes qui vont régulièrement au cinéma, dont la pratique est ancrée dans l'enfance, ça j'en ai parlé. Mais la différence, c'est que les cinévores vont certainement dans une approche un peu plus consumériste, ce que je disais au début. Donc pour eux, le cinéma, c'est d'abord un bon moment de détente associé à d'autres sorties. Ils vont aller voir une grande variété de genres cinématographiques, mais avec une prédilection pour les films français, les films événements, les blockbusters, les séances immersives. Et parfois, ils ne se montrent pas complètement satisfaits de leurs expériences cinématographiques, ce qui peut être en lien aussi avec le fait qu'ils sont peut-être moins sélectifs au départ, ou qu'en tout cas, voilà, ils sont pas toujours en tout cas satisfaits. Dans les potentiels leviers activés qu'imaginait donc BVA ici, c'est juste pour vous montrer qu'il peut y avoir des actions différentes en fonction des segments, c'est des suggestions. Il peut y avoir réfléchir à des passerelles entre les plateformes de SVOD et des cinémas. Quelques jeunes nous en ont parlé pendant la phase qualitative, d'imaginer des tarifs combinés. Développer les partenariats avec les enseignes de restauration pour ce segment, ça peut être intéressant, même si évidemment ça existe déjà, mais voilà, c'est quelque chose qui peut leur plaire. Les éclectiques, eux, ont une approche différente, puisque pour eux, ils sont plus, on va dire, cinéphiles, non pas dans le sens où ils ont une grande culture cinématographique, mais dans le sens où ils portent une attention particulière au film en tant que tel, donc ils sont davantage sensibles aux critiques, aux avis, ils vont davantage sortir que pour la séance, pas forcément faire quelque chose avant ou après. Ce qui compte pour eux, c'est de voir un film dans de bonnes conditions et même pour certains, se cultiver. Et ils vont vraiment apprécier leur cinéma. Ils témoignent d'une grande ouverture d'esprit, ils s'intéressent à toutes les cultures en général, pas qu'au cinéma. Ils vont voir des films français, étrangers, avec une préférence davantage pour la VO par rapport aux autres segments. Par rapport aussi au segment cinévore, c'est un public un petit peu plus féminin. Et les 2, par contre, segments aussi, ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'on a beaucoup plus de foyers CSP+. Il y a encore des déterminants socio-économiques assez forts dans ceux qui vont plus régulièrement au cinéma. On les retrouve davantage dans les foyers CSP+. Donc dans les leviers qu'on pourrait activer pour cette cible-là, par exemple, c'est typiquement une cible qu'on peut amener vers les cinémas RSC. On peut faire découvrir les salles RSC. Vous travaillez la notoriété de ces salles, mettre en avant aussi les animations autour des films, qui sont des choses qui peuvent les intéresser, les masterclass, les avant-premières, etc. Les néophytes enthousiastes que vous n'avez pas vus,
eux, c'est des jeunes qui allaient un peu moins au cinéma enfant, donc qui ont découvert le cinéma un petit peu plus tardivement, qui vont de manière occasionnelle, qui sont globalement satisfaits et qui aiment le cinéma, même s'ils n'ont pas l'intention d'y aller plus souvent qu'avant globalement, qui préfèrent et qui ont une préférence clairement pour les films français, les comédies surtout, et la VF, et qui y vont surtout entre amis. Donc là, il y a peut-être un enjeu chez eux davantage de mettre en avant justement ce que je disais, la diversité et la variété des productions françaises, la richesse du patrimoine, de les amener voir un autre type de cinéma. Et on est sur un groupe où il y a davantage d'étudiants et de jeunes qui vivent chez leurs parents. On voyait bien que l'ouverture a été progressive aussi avec l'âge vers d'autres types de cinéma. Les contraints, Cyril en a très bien parlé, c'est des jeunes qui, là aussi, aiment le cinéma, qui souvent d'ailleurs allaient au cinéma enfant, mais qui ont des problèmes de moyens aussi, donc pour qui cette perception de cherté va être encore plus forte. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais on avait posé une question sur le pouvoir d'achat et le sentiment par rapport au pouvoir d'achat. On était aussi dans un contexte où il y a une très forte inquiétude sur le pouvoir d'achat qui joue aussi sur les perceptions. Et donc ce sont des jeunes qui regardent plutôt des films français et des blockbusters américains, des comédies, plutôt en VF, et pour qui imaginer peut-être d'autres modes de tarification peut être intéressant. Les grands occasionnels, c'est ce que vous avez vu, on aurait pu les appeler les distants. C'est des jeunes qui vont au cinéma ponctuellement, sans forcément, enfin, qui apprécient le cinéma, mais avec une motivation relativement faible, qui n'ont pas l'intention d'y aller nécessairement au cours des 12 prochains mois, et qui se déplacent surtout pour des films événements, des grands films. Et donc là, clairement, il y a un enjeu d'événementialisation des films, du marketing, de la communication, c'est ce qui les pousse à aller au cinéma. C'est davantage un groupe masculin, davantage des jeunes aussi qui vivent en zone rurale et chez leurs parents. Et non-spectateurs, j'en ai déjà parlé assez longuement. Donc c'est des jeunes qui ne vont pas du tout au cinéma, qui n'ont pas cet ancrage familial, on en a parlé. Mais on a vu dans l'expérience qualitative que quand on les amène au cinéma, ils y prennent du plaisir. Donc il y a certainement un enjeu là aussi de communiquer sur les bénéfices d'une expérience en salle, le fait que ce n'est pas pareil que chez soi. Et également un petit enjeu sur mieux faire connaître le maillage du parc de cinéma sur le territoire. Je ne voulais pas montrer, mais quand on leur demandait où était le cinéma le plus proche, combien de salles il y avait, ceux qui ne vont pas du tout au cinéma ont moins connaissance de d'où est le cinéma, comment il est, quelle est sa configuration. Voilà. Donc il y a moins d'intérêt, donc forcément ils sont moins renseignés là-dessus. Donc voilà un petit peu pour cette étude qui est très riche, dont vous retrouverez tous ces résultats-là évidemment sur le site du CNC. Vous avez vu une première vidéo, on a d'autres petites vidéos sur chacun des segments, parce que ce sont des jeunes qui se sont filmés eux-mêmes pour parler du cinéma avec leurs propres mots. Et ce sont des vidéos qu'on mettra en ligne et que je vous encourage à aller voir parce qu'elles sont assez sympas. Et je crois qu'il nous reste quelques minutes pour les questions, avant de passer à la table ronde. Merci. Alors, on ne les a pas interrogés en quanti pour savoir quels étaient les acteurs qu'ils aimaient le plus. En quali, il y avait des noms qui ressortaient, donc ceux que je vous ai cités notamment. On avait plus fait une question pour tester s'ils avaient déjà vu des films de certains acteurs-actrices. Alors, c'était notre sélection très subjective à nous. On avait mélangé, on va dire, des grands noms du cinéma français pas tout jeunes et des plus jeunes pour voir s'ils avaient déjà vu des films, où on voyait que beaucoup avaient déjà vu des films de De Funès. Donc, De Funès reste populaire. Également Sophie Marceau et autres. Et donc, il y avait des résultats un peu surprenants. Mais sur la question des acteurs préférés, c'était plus en quali où les noms plus habituels ressortaient. Mais il y avait moins de présence à l'esprit aussi des acteurs français. Alors, il y avait aussi Jean Dujardin qui ressortait et un petit peu aussi Romain Duris parce qu'il y avait eu l'effet règne animal qu'ils ne connaissaient pas forcément avant, mais qu'ils avaient découvert avec le règne animal. Ils avaient plus à l'esprit les acteurs-actrices américains, à nouveau. Merci.